Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Est-il possible de vivre une rentrée sans se ruiner? C'est la question qu'on va se poser dans le Grand JT à l'heure des fournitures et de la rentrée des classes. On en parle avec nos invités dans la première partie d'émission. Mettez-vous dans la peau d'un écolier qui aurait des choses à apprendre aux plus grands. C'est l'idée de Justin Humain. On en parle avec lui dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Marie-Léty Burny nous emmène faire un tour de la rentrée des classes en Europe. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Marie-Léty. Bonjour Marie-Léty. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Le gouvernement démissionnaire a envoyé ce lundi des documents budgétaires aux principaux responsables parlementaires. Alors une note pointe un risque de dérapage du déficit de 5,6% du PIB, bien supérieur aux 5,1% visés. Et oui, le prochain Premier ministre devra trouver environ 15 milliards d'économies ou de recettes fiscales pour tenir cet objectif. C'est en effet un joli cadeau de bienvenue. Le budget 2025 actuellement préparé par le gouvernement démissionnaire devra être ajusté par l'équipe gouvernementale qui lui succédera en tenant compte évidemment des contraintes actuelles. Ce budget prévoit des dépenses publiques globales équivalentes à celles de 2024 mais réparties différemment. Certains secteurs comme la défense et la sécurité verront leur budget augmenter plus rapidement que l'inflation tandis que d'autres comme l'aide publique au développement et l'écologie subiront des baisses significatives. Alors la ministre démissionnaire, Nicole Belloubet, critique le manque de moyens prévus pour l'éducation. Alors qu'en est-il du côté des dépenses pour l'éducation, Marie-Léty? Alors on le répète depuis maintenant 50 jours, sans gouvernement, c'est compliqué quand même d'y voir clair. La ministre démissionnaire de l'éducation, Nicole Belloubet, lors de sa conférence de presse le 27 août, demandait la sanctuarisation du budget lié à l'éducation. On l'écoute à ce sujet. Pour le budget 2025, vous n'ignorez rien. Le Premier ministre, tout comme moi démissionnaire, a notifié la semaine passée au ministère de premiers plafonds de crédit et d'emploi pour 2025. Ceux-ci doivent permettre au prochain gouvernement de finaliser la préparation du projet de loi de finances pour 2025, qui donc disposera d'une base technique qui pourra évoluer en fonction des priorités qui structureront le projet gouvernemental. Mais, je le répète, ce budget, qui à cet instant ne répond pas de mon point de vue à l'ensemble de nos besoins, n'est pas encore abouti. Pour ma part, je considère que la cohérence voudrait que le budget de l'éducation nationale soit à minima sanctuarisé. À minima. Le prochain gouvernement devra y être très attentif s'il souhaite maintenir une réelle ambition pour cette priorité nationale. Dans un contexte général de gel des crédits, ni Matignon ni rue de Grenelle n'ont souhaité communiquer les détails des arbitrages pour l'éducation nationale, dotés de 63,6 milliards d'euros dans la loi des finances initiale pour 2024. Nous reviendrons sur ce sujet dès que nous en saurons plus. Et une terrible nouvelle pour l'école maternelle des Bergers à Marseille. Une enseignante décède à la suite d'un malaise devant ses élèves. C'était hier. Elle avait 57 ans. Elle était institutrice de grande section dans l'école des Bergers dans le 6e arrondissement de Marseille. Alors qu'elle effectuait sa traditionnelle rencontre avec ses nouveaux élèves, accompagnés de leurs parents, la professeure des écoles a fait un malaise cardiaque. Malgré l'intervention des parents, du personnel puis des marins-pompiers de Marseille, la femme n'a pu être réanimée et est décédée. Pour l'heure, les causes du décès restent à préciser. Des représentants de l'éducation nationale, dont le directeur académique des services de l'éducation nationale, se sont rendus sur les lieux. Une cellule psychologique a été mise en place par le rectorat jusqu'à la fin de la semaine au moins. L'établissement a fermé ses portes et ne rouvrira que jeudi prochain. Et sur le volet judiciaire, demain aura lieu le procès suite à la mort de Simon lors d'une soirée d'intégration en médecine. C'était en 2021. Les parents de l'étudiant demandent le report de ce dernier et souhaitent inculper l'université de Lille. Alors tout d'abord, on rappelle les circonstances de ce drame survenu le jeudi 8 juillet 2021. Simon, 19 ans, qui venait d'être admis en 2e année de médecine à Lille, participe à une soirée d'intégration. On va le bisuter, donc il va
à boire jusqu'à 12 grosses seringues d'alcool pur. Selon son père, c'est probablement en faisant tomber son téléphone sur la voie rapide, qui est effectivement avec cette consommation d'alcool. Et il a hypothétiquement, c'est en voulant récupérer ce téléphone que le jeune homme est mortellement fauché par une balayeuse. L'audience est prévue au tribunal de Lille demain après-midi pour déterminer les responsabilités. Mais un rapport édifiant de 69 pages a toutefois convaincu les parents de Simon de demander le report du procès. Ce rapport met en cause concrètement la responsabilité de l'université de Lille dans l'affaire, puisqu'aujourd'hui seuls 3 étudiants liés à l'organisation de la soirée fatale, Simon, sont mis en cause. L'université de Lille, qui ne devait être entendue hier demain comme témoin, eh bien, pourrait se retrouver sur le banc des accusés. Le rapport démontre sans aucun doute que l'université n'ignorait pas la tenue de ces soirées ni des busitages sur fond d'enivrement qui les caractérise. Les 3 étudiants comparaissent donc demain. C'est 2 jeunes femmes et un jeune homme âgés de 20 et 21 ans à l'époque des faits et co-organisateurs de la soirée d'intégration. Ils sont poursuivis pour complicité de bizutage, incitation à la consommation excessive d'alcool lors de manifestations en réunion lieu en milieu scolaire. Autre élément, d'autres parents de cette nuit du 8 juillet ont cherché leur enfant en situation de grande détresse et certains auraient été retrouvés seulement grâce à la géolocalisation. Une soirée d'intégration absolument pas encadrée, donc pour une soirée qui a réuni plus de 150 étudiants dans un petit appartement de Lille. Pour rappel, une charte ministérielle mise en place en 2018 exige des universités qu'elles veillent à ce que les organisateurs d'événements étudiants respectent les règles. On va terminer avec une note plus légère. Une étudiante, une adolescente de 14 ans, écrit à Emmanuel Macron pour lui faire des propositions sur le rythme scolaire au collège. L'école, c'est nul. En tout cas, c'est ce que pense Louane Fischer, une collégienne de 3e, qui a rédigé une lettre destinée au président de la République, Emmanuel Macron, pour l'alerter sur le rythme scolaire des collégiens. Pour elle, les journées sont trop longues et les élèves ont du mal à se concentrer, surtout qu'il faut ajouter au minimum 1 heure de devoir à faire à la maison. L'adolescente propose des journées d'environ 6 heures qui s'arrêtent vers 15 heures pour pouvoir bénéficier de l'aide aux devoirs et faire des activités extrascolaires. Elle propose également d'écourter les vacances d'été. Pour le moment, la pétition a réuni plus de 10 000 signatures. On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Elle était en interview sur Sud Radio ce matin. Que propose-t-elle auprès d'Emmanuel Macron? On l'écoute. Alors, donc je lui propose de faire des journées plus courtes, donc en commençant à 8h30 ou 9h et en finissant à 15h ou 15h30, avec par la suite des aides aux devoirs pour qu'on puisse être aidé s'il y a des matières où on a un peu plus de mal, éventuellement de faire du sport et pourquoi pas même des options comme robotique, anglais renforcé, mécanique ou plus de sciences, avec 1 heure de pause de midi. Pourquoi pas? Et qu'en pensent ses copains finalement? On l'écoute. Ils sont assez d'accord. Bon, forcément, moins enchanté pour certains d'avoir moins de semaines de vacances. Certains, ça ne les dérange pas, mais ils sont très contents et ils espèrent que ça va fonctionner. Alors cette lettre n'a pas encore été envoyée à l'Élysée, mais la pétition est active. Je pense que Louane va être élue déléguée de classe. Probablement. Hein. Bon, je sais qu'elle a, je sais pas si elle a promis des frites à la cantine. C'est ce qu'on verra. Merci Marie-Letty. Seconde main, recyclage, gratuité selon les communes. L'heure est aux économies pour les familles françaises dont les enfants retrouvent bien les bancs de l'école. Alors y a-t-il une amélioration du budget cette année ou alors est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? On en parle maintenant avec nos invités. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Grégory Carré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation du FC Que Choisir. Laurent Zamekowski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la PEP. Alors pour la première fois depuis le Covid, l'inflation est sous la barre des 2%. Alors est-ce que c'est bon signe pour les familles face à ce qu'on peut appeler les dépenses de rentrée qui sont en fait même pas des dépenses de rentrée, c'est quand même un budget phénoménal, clairement. Oui, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors l'inflation en dessous de 2%, ça veut dire qu'en fait ils augmentent
de 2% par rapport à l'année dernière. Là, on revient de vacances, c'est comme si on est à la montagne, ça veut dire qu'on arrête de monter, mais on reste très très haut. Oui, mais ça a été bien plus haut, voilà. Ça veut dire aussi. Et ça a beaucoup monté, et c'est surtout qu'on est à une altitude qui est très haute. Vous savez, au niveau de l'Everest, on parle de la zone des 8000. Les gens, ils sont là depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Ça reste très, très dur. Si les prix arrêtent d'augmenter, les prix alimentaires arrêtent d'augmenter, ça reste quand même des niveaux de prix qui sont trop élevés pour beaucoup de familles. Donc les familles sont en train de jongler depuis 2 ans. Elles sont en train de revoir complètement leur algorithme de gestion de la vie courante pour faire les courses. Pour faire ses courses aussi pour les produits de rentrée, c'est la même chose. On est en train de changer complètement son algorithme et on est en train de jongler, on est en train d'arbitrer parce que les niveaux de prix sont très élevés. Il n'y a pas en plus que les fournitures scolaires, il y a l'énergie qui a beaucoup augmenté. Ouais. Et les ménages ont besoin d'énergie pour le logement, pour se chauffer. Il y a les transports qui coûtent extrêmement cher. Donc la situation pour les ménages, elle est compliquée. Et c'est vrai que si les prix ont arrêté d'augmenter, pour les ménages, eux, ils se disent mais les prix sont trop élevés. Voilà, donc c'est la différence entre le discours officiel qui va dire que les prix ont arrêté d'augmenter, c'est vrai, ils augmentent dorénavant à un niveau plus modéré qu'on avait l'habitude d'observer par le passé, mais on a eu ce décalage des années 2021, 2022, début 2023, qui reste encore, qui n'a pas été finalement absorbé par... Quelles habitudes ont changé ? Alors, quelles habitudes ont changé ? On va acheter moins et moins cher. Acheter moins dans le domaine alimentaire, on a sorti du panier des produits qui étaient trop élevés et on va acheter moins cher, on va privilégier les marques de distributeurs par exemple qui sont plutôt moins chères que les marques nationales. Pour les fournitures scolaires, c'est la même chose. On va acheter moins, c'est-à-dire qu'on va être plus attentif. Le cartable peut encore faire une saison, la trousse c'est la même chose, les crayons on ne va pas tout racheter, les fournitures notamment art plastique, il y en a quand même beaucoup qu'on n'utilise pas, donc on va faire attention à ça et acheter moins cher, on va être peut-être un peu moins sensible aux sirènes du marketing comme les produits avec des licences de marque qui vont coûter plus cher, avec le héros, le super-héros, tout ça on va moins le privilégier, on va privilégier le cahier finalement qui est le moins cher. Grégory Carrier, vous venez de dire que c'est le cas pour de nombreuses familles, en fait, effectivement, cette situation, de trouver que la vie est trop chère sur à peu près tous les plans. Ce que je ressens quand, autour de moi et quand j'interviewe effectivement mes invités, c'est que tout le monde, peu importe le niveau, bien entendu que pour les familles les plus aisées, c'est moins impactant, mais tout le monde trouve que les prix sont trop hauts et que la vie est beaucoup trop chère. Alors, justement, est-ce que vous rejoignez les propos de Grégory Carrier, Laurent Zamekowski, comment réagissent les familles aujourd'hui ? Parce que là, on est vraiment dans le prototype même de la situation de rentrée avec 2, 3, 4 enfants avec des budgets énormes. Complètement, effectivement, quand on nous parle du fait que l'inflation baisse, ok, mais on est effectivement à un tel niveau que on est déjà tellement étranglé qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment que ça baisse et qu'on revienne à des prix qui soient beaucoup plus abordables. Et aujourd'hui, on peut faire aussi des choix, effectivement réutilisés, mais c'est pas forcément évident parce que les demandes sont souvent très précises, la couleur, la taille du carreau, du machin, etc. Et en plus de ça, ces demandes qui ont été faites souvent en amont, en fin d'année, changent à la rentrée parce que vous n'avez pas forcément le même enseignant, donc on peut se retrouver, alors qu'on a anticipé, prévu à la fin de l'année en faisant des achats groupés pour réduire le prix, à devoir retourner dans les supermarchés ou dans les papeteries pour acheter du matériel complémentaire pour correspondre à des demandes très spécifiques. Alors qu'on a souvent des cahiers qui n'ont pas forcément la bonne taille de carreau ou de couleur qui pourraient très bien être utilisés. Alors, est-ce que c'est une fausse idée que j'ai ? Mais j'ai l'impression que systématiquement, au moment de la fin d'année scolaire, j'entends, donc quand on a évidemment la liste des fournitures pour l'année prochaine qui arrive dans nos boîtes mail, le prix des fournitures scolaires monte. Non. Pas tout à fait. Ah d'accord, c'est une fausse idée que j'avais. Ouais, vous me rassurez. C'est en fait, c'est la meilleure période pour acheter les fournitures scolaires. Parce que, tout simplement, en grande distribution, c'est un produit d'appel. Ils vont en fait vous attirer, alors avant il y avait des catalogues, il n'y a plus de catalogue, mais ils vont vous attirer avec ce produit d'appel. La contrepartie attendue, c'est que vous fassiez vos courses
dans l'enseigne. Donc, c'est comme les carburants. Ils vendent quasiment à prix coûtant les carburants. L'échange, c'est en fait, venez faire votre plein ici, puis faites vos courses en même temps. Et puis, c'est plutôt sur les autres produits qu'ils vont constituer de la marge. Mais là, vous parlez des grandes enseignes? Oui, ah oui. Mais pas des papeteries locales? Ah non, alors ça, les papeteries, c'est très particulier. Malheureusement pour elles, elles ont besoin d'exister, mais elles constituent vraiment une petite partie du marché. L'essentiel des familles vont aller en grande surface alimentaire pour acheter des fournitures scolaires. Ça, ce sont les cahiers, effectivement, les crayons et autres. Voilà. Mais s'il y a quand même des manuels scolaires aussi pour certains qui... Oui, alors là, je ne suis pas spécialiste des manuels scolaires, mais c'est fourni, non? Alors, effectivement, les manuels, déjà en primaire, ce n'est pas le cas. Ils sont c'est au niveau des enseignants qui font leur choix. Le collège, c'est le conseil départemental, c'est le conseil régional. Oui. Donc, c'est une prise en charge. Il y a encore certaines régions où ce n'est pas la collectivité qui prend en charge. Et dans ce cas-là, notamment des fédérations de parents d'élèves comme la PEP gèrent pour justement mettre en place des bibliothèques scolaires. Alors, moi, je vois qu'en 2024, le prix des fournitures pour un élève de 6e baisse de 1,27% pour un budget de 223 €, selon le baromètre Famille de France. Est-ce que ça a un impact, du coup, sur le portefeuille des familles? 1,27%? Non, nous, on a à peu près 1%, donc on est 1% de baisse à peu près. Donc, globalement, c'est à peu près les mêmes prix que l'année dernière. Mais l'année dernière, on était déjà dans un niveau de crispation. On suivait quasiment 2 années avec 10% de hausse. C'est-à-dire que 10% en 2022, 10% en 2023. Là, on est à peu près au même niveau de prix. Mais les 20%, pour les ménages, on est, nous, dans notre référentiel, même si les autorités vont parler d'une inflation sur un an, nous, on est quand même sur notre référentiel encore 2022, en train de se dire, maintenant, c'est quand même une dépense compliquée à consentir. Bien sûr, c'est complètement inégal en fonction des niveaux de revenus de la famille. Pour une famille aisée, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de difficultés. En plus, on peut très facilement arbitrer. Pour une famille modeste, là, il semble qu'on va trouver que l'effort est important. Donc, il n'y a pas de hausse. Très peu de hausse, voire une très légère baisse. Et c'est aussi ce qu'on observe sur l'ensemble du panier alimentaire, parce que souvent on fait le parallèle, parce qu'on achète beaucoup les fournitures dans les grandes surfaces alimentaires, mais pareil, c'est même chose que pour l'alimentaire. Si vous êtes quand même souvent resté à juste titre avec votre référentiel des années précédentes, on trouve que c'est très cher. Voilà. C'est la même chose pour les fournitures scolaires. Un cahier, c'est beaucoup plus cher. Je serais incapable de vous expliquer le prix économique, parce que nous, on a un journal, on achète du papier, on a vu des très fortes fluctuations. Nous, c'est vrai qu'on nous a à un moment vendu le papier x3. Après divisé par 2. Alors, nous, on a je pense que les industriels ont des approvisionnements mieux assurés que nous, donc ils ont peut-être un peu plus amorti, mais bon, la baisse, en tout cas, elle n'est pas constatée en rayon sur le papier, ce qu'on aurait pu attendre. C'est clairement pas ce qu'on appelle une bonne nouvelle, mais plutôt une moins mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut voir le côté positif d'une situation qui est déjà très compliquée. Voilà. L'allocation de rentrée scolaire touchée il y a quelques jours par les familles, est-ce qu'elle peut justement aider, combler ce type de besoin? C'est le but. Le seul problème, c'est qu'effectivement, elle arrive tardivement, ce qui oblige les familles qui ont la capacité de faire des allocations, donc ils vont faire des dépenses en anticipant cette arrivée, et d'autres qui n'ont pas les moyens sont obligés d'attendre cette allocation de rentrée pour pouvoir faire des achats et ne pourront pas bénéficier, par exemple, des meilleures périodes, comme monsieur l'indiquait, ou par exemple des soldes aussi, notamment quand il s'agit d'acheter des vêtements de sport, par exemple. Donc finalement, c'est un peu dommage que ça arrive aussi tardivement. Et pourquoi alors elle arrive si tardivement? Il y a une explication à ça? Ça fait des années qu'on se pose la question et ça n'avance pas beaucoup plus de ce côté-là. C'est vrai que pour les familles les plus modestes, le fait de pouvoir par exemple le toucher au mois de par exemple, fin juin, ça leur permettrait notamment de pouvoir participer à la mutualisation ou acheter justement via certaines entreprises qui le font, ou aussi le fait de mutualiser comme on le fait au travers des associations de parents d'élèves. Et donc, ils auraient bien évidemment de meilleurs prix ou bénéficier des produits d'appel de la grande distribution ou des soldes. Alors, arriver en retard, certes, mais revalorisé. Oui, elle essaie de rattraper un peu le retard qu'elle avait accumulé ces 2 dernières années, parce que l'année dernière, elle était autour de 5% de revalorisation pour des prix à 10%. Donc, l'écart s'était creusé. Là, elle essaie de combler un petit peu le retard, ce qu'elle est en train de faire, mais... Elle était, pendant 2 ans, elle n'était vraiment pas à la hauteur de l'inflation. Là, c'est tout à fait normal qu'elle essaie de le rattraper un petit peu. On est passé de 416 € à 454. Mais ce que vous voulez dire, c'est que par rapport à l'inflation, finalement, c'est presque invisible. Disons que ça fait un peu plus de 4%. L'inflation, elle est quasi nulle, voire négative. Donc, ça veut dire que c'est une meilleure situation pour ceux qui touchent l'allocation une moins pire que l'année dernière.
Est-ce qu'il y a de grandes disparités en fonction des territoires, surtout? Parce qu'on pense souvent aux grandes villes, effectivement aux grandes enseignes, mais alors on sait bien que la France n'est pas Paris, n'est pas Marseille, n'est pas Lyon. La France est entière et très disparate. En termes de prix? Oui, oui. Bien sûr. On parle de budget, on parle de sous aujourd'hui. Alors moi, je peux vous parler quand vous achetez en grande surface alimentaire, parce que là, on a vraiment des indicateurs de prix très très précis dans tous les magasins, sur tous les produits. Effectivement, dans les zones urbaines denses, vous payez plus cher, parce que vous achetez dans ce qu'on appelle les magasins de proximité. Il y a une enseigne très célèbre dans l'ensemble parisien, qui est très cher, qui est plus cher, qui est l'ordre de 20-25% plus cher que si vous l'achetez dans un hypermarché. En région, les gens vont plus souvent faire leurs courses dans les hypermarchés. Ils ont des hypermarchés qui sont plus accessibles. Particulièrement, je ne sais pas pourquoi, dans le Grand Ouest. Dans le Grand Ouest, c'est la zone, dans toutes nos études de prix, où on constate que les prix sont les plus bas. C'est vrai pour les grandes surfaces alimentaires, c'est vrai pour les carburants, c'est vrai même pour les assurances habitation, c'est vrai pour les mutuelles, etc. Dans le sud-est, vous allez payer un peu plus cher. Plus vous approchez d'une grande agglomération, plus ça sera cher. Et alors, effectivement, l'Île-de-France, là, vous êtes dans une zone un peu noire en termes de prix. Et plus vous approchez de la zone Paris intramuros, plus vous allez payer cher. D'accord. C'est ce que vous retrouvez, enfin les familles, vous dites la même chose? C'est la raison pour laquelle les familles essayent justement de faire... soit sur le trajet de retour des vacances, ou notamment quand ils vont voir la famille en province, de faire leurs achats justement dans ces hyper et de profiter de ces prix-là. Le problème, c'est que souvent, vous avez un peu surchargé par les valises et le nombre dans la voiture, donc c'est pas toujours évident. Mais souvent, effectivement, on essaye au maximum, pour ceux qui vivent dans les grandes agglomérations comme l'Île-de-France, de faire les courses au maximum dans des hypermarchés un peu plus loin, notamment en allant, par exemple, vers la Normandie ou vers le Grand Ouest. Et puis il y a des grandes disparités aussi territoriales en fonction des dispositions prises par les collectivités, évidemment, concernant la gratuité, par exemple, des fournitures. On l'a vu hier à Marseille, où la ville de Marseille propose un kit de fournitures gratuit pour tous les élèves élémentaires et maternels. Alors en fait, il y a deux manières d'abonder sur les fournitures, notamment au niveau des municipalités, donc notamment dans l'école primaire, notamment l'élémentaire. La première, c'est ce qui est fourni directement à l'école. Donc c'est sa dotation, et donc ça c'est souvent le directeur d'école qui va faire dans le catalogue ses choix, etc. Et après, ce qui est la dotation qu'on fait directement aux élèves. Et ça peut être, en fonction de la politique de la ville, des simples fournitures, mais ça peut aller quasiment jusqu'au sac à dos, enfin beaucoup de choses. On a des villes qui ont une grande disparité. Ça dépend bien sûr des moyens de la ville, mais aussi des politiques. Je veux dire, on prend dans le 92, par exemple, il y a des villes qui sont très riches et qui ne subventionnent pas du tout, et d'autres qui sont juste à proximité et qui sont peut-être même un peu moins riches, et pourtant qui vont beaucoup plus aider les familles et les accompagner. C'est vraiment un choix de la municipalité de savoir comment ils veulent accompagner, l'importance qu'on donne justement à la famille, à l'école, au sein de la municipalité. Et quid justement de cet uniforme dont on parle beaucoup depuis un an, même depuis l'arrivée de Gabriel Attal en fait, au ministère de l'Éducation, et puis évidemment à Matignon ensuite, et après avec tous les ministres qui sont suivis, je vous le rappelle qu'il y en a eu 4 en un an. On attend le prochain ou la prochaine ministre de l'Éducation. Quid de l'uniforme? Si jamais cet uniforme devait arriver, il y a effectivement une première mise en place qui se fait dans certains établissements là, mais ce coût, il va être pris en charge par qui? Uniquement les collectivités ou les établissements? Alors justement, ça c'est la grande inconnue. Pour l'instant, c'est effectivement un partenariat entre l'État et les collectivités à 50-50, sur un trousseau qui doit être autour de 200 €. Oui. Je crois qu'il y a 2 pantalons, 4 polos et peut-être un pull. Vous doutez bien que les enfants grandissent, qu'ils se salissent, etc. C'est complètement insuffisant. Puis ça ne règle pas le problème des sacs, des manteaux, des chaussures, des marques, etc. Du reste, ouais. Donc c'est illusoire. Après, bien sûr, les municipalités peuvent aller plus loin. Mais si vous multipliez ce trousseau par 12 millions d'élèves, on parle quand même de 2,5 milliards. Donc vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, ça peut sembler un peu bizarre d'avoir des élèves en uniforme alors qu'ils n'ont pas de prof. C'est ça, c'est 2,5 milliards, forcément, on se demande si on n'a pas besoin de les mettre ailleurs. Mais bon, ce sera l'occasion, évidemment, d'une autre émission. Alors, c'est un peu le royaume, pardonnez-moi le mot, mais de la démerde. La démerde pour toutes les familles qui essaient de s'en sortir comme elles peuvent. On le sait. On parle des familles parce qu'on est sur School TV, c'est l'éducation, c'est les enfants, c'est l'école. Mais en fait, c'est très, très élargi, évidemment, à tous les niveaux et pour toutes les générations. L'année dernière, vous nous aviez conseillé, cher Laurent Zanikowski, je dis l'année dernière, en termes de saison télévisuelle, de privilégier les achats groupés, y compris entre parents. C'est toujours le cas? Oui. Ça continue? C'est quelque chose de vraiment récurrent qui s'est organisé maintenant depuis assez longtemps.
Et effectivement, ça se développe vraiment. Pareil, vous nous avez conseillé la même chose. Alors, j'ai pas le recul suffisant pour le dire. Je peux parler de mon expérience personnelle. C'est que juste, faut bien quand même vérifier qu'on a bien besoin de tout ce qu'il y a dedans et pas hésiter à en retirer, parce que on clique vite sur le bouton quand c'est fait sur un site internet et on se retrouve des fois avec des paires de ciseaux qui s'accumulent. C'est clair. Les compas et compagnie. Quand on cherche effectivement à faire des économies, on réfléchit bien sûr au problème de l'énergie. Et vous en avez parlé. L'énergie, c'est aussi le fait de pouvoir accompagner ses enfants à l'école, ou alors quand on est étudiant après, d'aller soi-même à l'école justement en voiture. Il y a tout un système qui s'est mis en place qui est le covoiturage, donc un nouveau jeu de mots pour le covoiturage, mais pour les trajets courts. Qu'en pensez-vous? Alors c'est une très bonne idée. C'est très bon pour le portefeuille, c'est bon aussi pour la planète, c'est bon pour l'engorgement, ça évite aussi qu'il y ait trop de voitures au niveau des sorties d'école, parce que c'est quand même assez compliqué quand on voit certains quartiers où il y a énormément de voitures, et là c'est même dangereux. Il y a généralement un enfant, un parent, et puis ça tourne, ça va devant, ça va assez vite. Donc moins il y aura de voitures, ce sera probablement mieux pour le portefeuille et mieux pour la sécurité des enfants. Puis il y a le vélo aussi. Et je crois qu'il y a aussi un aspect aussi qui est important. On parle beaucoup de la santé mentale des étudiants, aussi bien sûr des élèves. Ça permet de rencontrer aussi d'autres gens. Donc il y a aussi, on allie le côté effectivement écologique, pratique, mais aussi sortir un petit peu de son isolement. Et souvent, malheureusement, surtout suite au Covid, des étudiants se retrouvent assez isolés, et donc c'est peut-être une solution. Vous aviez parlé tout à l'heure aussi de ce phénomène qui existe depuis très longtemps, mais qui est la seconde main, l'occasion, tout le marché de l'occasion. Ça représente quoi? Est-ce que vous avez des chiffres à peu près, le marché de l'occasion par rapport au marché du neuf? Sur à la fois effectivement les vêtements, les fournitures scolaires, tout ce qu'on peut imaginer sur tout ce qui touche aux dépenses de rentrée. Il y a beaucoup d'initiatives qui se développent pour favoriser la seconde main dans plein de domaines, y compris maintenant dans l'électroménager. Alors quand on en parle, on envisage beaucoup le textile. Et c'est vrai qu'il y a un engouement des jeunes, certains, sur des plateformes comme ça, donc on n'aurait pas parié dessus. Quand on a posé la question, parce qu'on avait posé la question sur le pouvoir d'achat, et c'est pour la plupart des familles, c'était une situation assez compliquée. Et dans les solutions de la seconde main, c'était dans le textile qu'on l'a retrouvé un peu plus cité, même si ça restait quand même secondaire par rapport au marché du neuf. Dans les autres secteurs, ça restait marginal, même il pourrait y avoir une opportunité dedans. Par exemple, on peut aussi plus facilement faire réparer, il y a des aides et tout ça. Bon, ça reste quand même un secteur qui est moins élevé que ce qu'on a pu attendre. C'est-à-dire qu'on continue d'acheter quand même beaucoup de neufs, à renouveler beaucoup. Mais ça doit fonctionner. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup d'études qui disent que, par exemple, notre bilan carbone s'est amélioré en France. En fait, il s'est amélioré pas parce qu'on a une politique volontariste, mais c'est parce que, tout simplement, le portefeuille étant plus contraint, on a été plus attentif, on a prolongé un peu la durée de vie de plein de choses, y compris de ces appareils. Donc, la seconde main, ça peut être une bonne solution. Il ne faut pas non plus que ce soit... ça aille trop vite, qu'on achète et puis qu'on jette aussi sec, parce que c'est de la seconde main. Mais c'est vrai qu'on voit que ça semble prendre quand même. Mais quand on dit seconde main, ça peut être troisième main. Enfin, je veux dire, les manuels, par exemple, scolaires, pour ceux qui doivent les acheter, pour le coup, peuvent se refiler sur plusieurs années. Alors justement, ça c'est aussi l'intérêt de gérer les bibliothèques scolaires et donc de gérer ce système de prêt avec des cautions, etc. Aujourd'hui, dans la grande majorité, ce sont les régions qui ont repris la main. Beaucoup sont passés en digital. Ceux qui continuent avec du livre et qui n'ont pas encore repris la main, c'est justement nous, les associations de parents d'élèves, qui le gérons. On a également aussi des bourses aux livres. Mais on a aussi les bourses aux vêtements, tout simplement. Mais oui, pour les blouses, par exemple. Mais justement, on s'organise entre nous pour faire cette rotation. Et en fonction des tailles, etc., vous allez mettre dans... Je sais pas, c'est plus la bonne taille pour vos enfants, vous la mettez dans la bourse et vous en retrouvez d'autres, et ainsi de suite. Donc il y a ce système d'échange qui fonctionne aussi, qui sort un peu des réseaux de revente. Et puis, bien sûr, il y a un point qui est important aussi, et là, c'est le fonds de solidarité des établissements qui vient en aide aux familles les plus démunies. Donc là, il ne faut pas aussi que ces familles puissent s'adresser à l'établissement, aussi bien, parce qu'on faut aussi parler de la question de la cantine, parce que c'est aussi un gros coût, même si par rapport au quotient familial, ça peut être bien supporté, mais parfois, même un simple euro est trop dur pour une famille. Donc il y a des aides pour les sorties scolaires, pour les activités annexes. C'est vrai que si vous additionnez un petit peu tout ça, ça fait
pas mal d'argent pour une famille. Et pourtant, on parle de gratuité de l'école depuis longtemps. Alors on en est où? Parce que la gratuité de l'école, on n'y est pas du tout finalement. Déjà, il faudrait peut-être commencer justement par revoir cette question sur les fournitures et peut-être aussi en le prenant directement en charge, soit par les collectivités, soit par l'État, on arriverait peut-être à mieux rationaliser l'usage de ces fournitures et avoir peut-être moins de demandes exotiques qui font que les parents se retrouvent 1 ou 2 jours après la rentrée scolaire à courir dans tous les sens pour trouver le Graal. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui un trousseau standard fait par l'Éducation nationale, mais qui, bien sûr, dans la liberté pédagogique des enseignants, n'est pas forcément repris. La labellisation, par exemple, des manuels scolaires, qui a été évoqué par Gabriel Attal et Emmanuel Macron aussi d'ailleurs, est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Parce que ça pourrait permettre peut-être d'économiser aussi au maximum? Alors la labellisation, c'est encore un autre problème, puisque ça rentre, enfin en tout cas les enseignants le voient comme une interférence avec leur liberté pédagogique. Nous les parents, bien évidemment, qui ont du mal à comprendre un petit peu tout ça, la labellisation c'est rassurant. Et c'est vrai que ça se fait dans plein d'autres domaines. Donc, nous, on n'a pas vu le problème. Et peut-être aussi de fixer les prix, peut-être. Mais alors, fixer les prix, de toute façon, les manuels sont directement choisis par les enseignants. Donc, c'est pas au niveau des parents directement que ça se voit. Donc, ça, c'est pas, on va dire, c'est pas forcément en termes de coût ce qui a un impact sur nous. C'est plus sur, pour nous, la lisibilité et la compréhension qu'il y a des méthodes qui sont employées au sein de l'école et qui, parfois, peuvent effectivement créer des frictions, malheureusement. Vous pensez que c'est possible, la gratuité, Grégory Carré, ou pas, de l'école? On peut y arriver ou pas? Ça va être compliqué et on ne parle même pas des études supérieures où là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a effectivement le logement et l'alimentation. Et j'étais très étonné d'être allé dans des débats où des étudiants ont mis en place des systèmes de banques alimentaires qui avaient un succès extrêmement fort, inattendu, avec un côté convivial derrière. Donc voilà. Donc la gratuité, c'est vrai que les loups. On parlait des bourses livres. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait ça. On devait aller acheter. On avait l'argent de nos parents. On devait aller acheter. Et puis il y avait même une grille d'évaluation en fonction de l'année du manuel. Et puis on se faisait un peu disputer si on avait été un peu timide et qu'on n'avait pas trouvé beaucoup parce qu'il fallait les acheter. Donc c'était l'apprentissage de la vie de négociation. Oui, mais c'est vrai que sur la gratuité de l'école, c'est vrai qu'on s'interroge parce que effectivement l'école est obligatoire et gratuite. Le fait que les parents se doivent acheter ces fournitures, ces consommables, on se dit que peut-être ces consommables qui sont déjà d'ailleurs pris en partie en charge, devraient effectivement être complètement pris en charge de manière à assurer une véritable gratuité. D'autant plus lorsqu'on parle de prendre en charge les uniformes, peut-être qu'on peut commencer par les fournitures. Fournitures scolaires, cantines scolaires, déplacements, transports, activités extrascolaires, beaucoup de choses en fait finalement qui ne sont pas prises en charge, enfin pas partout mais globalement dans toute la France. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau du Grand JT tous les deux, Grégory Carré et Laurent Zamekowski. Merci mille fois. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans,
Il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT, je suis ravie d'accueillir Johan Merlet, alias Juste un humain. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le grand JT. Alors vous avez écrit une école de vie, voilà, Juste un humain. Derrière, on peut lire quand l'élève est prêt, un maître apparaît. Alors il y a maître évidemment M-A-I-T-R-E, mais aussi maître M-E-T-R-E. On comprend évidemment que l'on va avoir affaire à de nombreux jeux de mots qui laissent le doute, la réflexion, l'imaginaire s'installer, n'est-ce pas ? Exactement. J'ai eu l'idée de créer une école inversée, en fait. Donc, une école pour adultes par un enfant. C'est une école où on peut apprendre sans qu'on nous fasse la leçon. J'ai pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit, et encore moins la vie, à qui que ce soit. D'ailleurs, mon nom d'auteur en dit beaucoup. C'est un message d'humilité. Je suis juste un humain comme toi, comme lui, comme elle. Juste un humain parmi des milliards, et voilà, on n'est pas grand-chose pour pas longtemps, mais je pense que réfléchir sur la vie, c'est pas le privilège des philosophes ou des sociologues sur le monde qui nous entoure. Donc voilà, j'ai voulu proposer des aphorismes au grand public avec un langage très très simple. Alors j'imagine que ça provient forcément de l'enfance, en tout cas des moments que vous avez passés à l'école ou au collège, qui ont peut-être été heureux, mais aussi parfois peut-être avec des moments de solitude ou d'incompréhension par rapport à ce que vous viviez avec vos différents maîtres ou enseignants. Mais pas tellement. Je pense que c'est arrivé plus à la vie active. Je me suis dit, tiens, le temps passe. Et c'est vrai que justement, ce temps passe et on en passe beaucoup à faire des choses qui sont parfois futiles, et on en perd beaucoup à ne pas faire justement les choses qui paraissent essentielles. Donc c'est plus un constat à l'âge adulte. Je sais pas, j'ai en mémoire une phrase qui m'avait marqué de Coluche qui disait c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et ça, couplé avec Le Petit Prince qui disait les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de devoir toujours leur expliquer. Et j'ai dit, et tiens, si on mettait un enfant au tableau, quel message il enverrait aux adultes? Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'à chaque fois, je me mets à créer des nouveaux tableaux. Oui, alors évidemment, on voit plein de jeux de mots à chaque fois, notamment la philosophie, avec philo, F-I-L-O-U, pour la philosophie, mais effectivement maligne, où il y a marqué au tableau « Un flemmard sommeil en chacun de nous », ou alors « Truc à faire à l'occasion, : arrêter de procrastiner ». Procrastiner, c'est quand même un mot qui est maintenant rentré dans le langage courant. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être vous pouvez l'expliquer vous-même, mais surtout expliquer comment vous est venue cette phrase. Comment m'est venue cette phrase? En fait, toutes les phrases, elles me viennent pas comme ça sur l'instant, hein. Je suis un véritable, c'est un travail d'orfèvre en fait. Beaucoup de ratures pour un bon mot, c'est souvent ce que je me dis. Et c'est vrai. En fait, j'écris des notes au kilomètre. Ça fait 10 ans sur mon téléphone, et c'est vrai, pour je sais pas, 1 kilomètre de notes, il va y avoir seulement 2 tableaux. Donc là, c'est vrai que vous voyez le nectar, vous voyez le produit fini, et vous vous dites peut-être ah oui, c'est bien trouvé. Mais il a fallu du temps avant que ça soit le produit fini comme ça. Donc voilà.
Arrêtez de procrastiner, peut-être que c'est aussi une envie que vous avez envie de partager, enfin plutôt une philosophie, que vous avez envie de partager aussi avec ceux qui nous regardent aujourd'hui. L'idée de dire que l'école doit être en mouvement perpétuel, se réinventer, puis se questionner aussi sur ce qu'on offre aujourd'hui aux enfants. C'est ça. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'il y a à l'intérieur de cette question. Donc, déjà dans philosophie, en fait, philosophie, ça vient de Sophia, je crois que c'est la sagesse, et philo, c'est l'amour, donc l'amour de la sagesse. Et donc, moi, j'ai la sagesse d'un filou, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, j'essaye un peu de détourner, mais ça dit quand même quelque chose. Et du coup, oui, c'est plus en fait les leçons que moi j'aurais aimé apprendre. En fait, je suis le premier élève, hein, je m'estime pas être le maître d'école. Voilà, truc à faire à l'occasion, arrêter de procrastiner, c'est un truc qui est très valable pour moi. Voilà. Autre petit, par exemple, aphorisme pour le droit. Je ne suis personne pour me permettre de juger quelqu'un. Aussi, le jugement, le regard des autres à l'école, on parle beaucoup de harcèlement aujourd'hui. Important de le préciser. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des donc comme vous avez montré, les 2 tableaux d'avant sont plus légers. Dans tous les cas, le but c'est de passer un bon moment. Dans mon livre, donc c'est de ressentir des belles émotions. Ça, c'est primordial. Donc il y a de l'humour, mais il y a aussi des tableaux un peu plus comment dire pour le coup philosophique. Alors je ne suis personne pour juger quelqu'un. Ça me rappelle que ben voilà, encore une fois. Balayer devant sa porte et puis voilà, je suis pas mieux qu'un autre, j'ai rien à dire à qui que ce soit. C'est un message de tolérance et puis il y en a aussi d'autres. Par exemple, je pense à Histoire, on apprend de ces horreurs où on les répète. Bon ben voilà, là le jeu de mots est là, mais bon, ça prête pas forcément à sourire si on le met au regard de l'actualité, par exemple. Oui, bien sûr, au contraire, ça permet justement de développer l'esprit critique, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui à l'école et peut-être que c'est aussi ce que vous disent tous ces enfants qui lisent votre livre. Quelles sont les réactions que vous avez? Ils ont envie aussi peut-être de plus réfléchir avec les adultes qui les entourent, de partager ça avec leurs parents, de voir, ils font face aussi à l'actualité finalement. Alors, ce livre en l'occurrence et les livres en particulier que je fais, ils sont plus à destination d'adultes, je pense. Après, c'est sûr que ça peut être lu par des enfants. Et je pense que plus on a de vécu, plus c'est facile de rentrer dedans, d'interpréter. En fait, il y a beaucoup de... Alors, ça peut être lu de différentes manières, mais il y a beaucoup d'implicite dans ce que je raconte. Donc moi, je pense plutôt, bon, c'est pour tous les francophones, hein, il suffit de parler le français pour rentrer dans ce livre, mais je pense que c'est plus à destination de personnes qui ont un peu vécu déjà. C'est comme Le Petit Prince en fait, vous l'avez cité tout à l'heure en début d'échange, il y a une double lecture et finalement c'est là aussi ce que l'on recherche avec votre livre. Philosophie encore, une journée bien remplie peut être vide de sens. C'est joli cette phrase et c'est tellement vrai. Est-ce que, ça me permet aussi de vous poser cette question-là, est-ce que vous pensez qu'il faut plus de philosophie à l'école, davantage l'enseigner et pour les petites classes notamment? Je sais pas. En tout cas, je sais pas si vous pouvez montrer le tableau à l'antenne. Voilà. Il est habillé. Le message aussi passe aussi par l'habit. Donc là, il est habillé d'un costard cravate. C'est pas forcément pour rien. Donc voilà, il y a des journées où on court un peu partout. Moi, j'ai souvenir de Un Indien dans la ville. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et donc voilà, j'essaie d'être une grande personne qui n'a pas oublié qu'il a été enfant, comme encore une fois le dirait Le Petit Prince. Voilà. Une école de vie, un livre qui invite à la réflexion. Merci beaucoup Yoann Merlet, alias Justin Humain. Merci et bravo donc pour votre édition et pour ce livre à retrouver. Comment on le retrouve d'ailleurs? On va sur votre site? Oui, vous pouvez aller sur mon site, il y a tout un tas de collections parce que j'ai fait aussi par matière. Donc il y a les mathématiques, le français, donc voilà pour les collectionneurs un peu. Et puis voilà, moi je les ai aussi fait en mug et en tableau. Bah, j'en ai un peu partout chez moi, mais c'est parce que je suis le premier consommateur de ce que je fais. Et donc oui, c'est disponible sur mon site internet justinhumain.com, mais c'est aussi disponible sur Amazon puisque c'est là que je me publie.
Ok. Merci beaucoup, Ghislain Humain. À bientôt. Merci de nous avoir répondu dans le Grand JT. Tout de suite, on va retrouver Marie Letty pour sa chronique. Marie Letty, vous nous parlez des rentrées scolaires en Europe. Exactement. Alors hier, c'était la rentrée de nos 12 millions d'élèves français. Et alors là, je vous propose de nous intéresser à la rentrée de nos petits voisins européens. Alors, petite question comme ça, mais je sais que vous avez la réponse. Est-ce que vous pourriez nous rappeler combien y a-t-il de pays membres de l'Union européenne? Oh là là là, il faut que je regarde. Combien de pays membres? Oui. 27? Ouais, bravo. Ça va, tout va bien. Même pas eu besoin de regarder. Mais il y a des questions un petit peu plus dures. D'après vous, combien y a-t-il d'élèves en école primaire en Europe? Est-ce qu'il c'est entre 20 et 25 millions, 25 et 30 millions ou encore 30 et 35 millions en école primaire? J'ai aucune idée, franchement, je ne sais pas. Alors 22,9 millions d'élèves en école primaire en Europe. Ils représentent donc tous les élèves en Europe, ça représente 16,9% d'élèves sur les 445 millions d'habitants. Mais tout ça, ça fait beaucoup de chiffres. Alors on a une petite carte qu'on voulait vous montrer aussi sur le ratio d'élèves par enseignant. Il y a 13,3 élèves par enseignant en Europe, toujours en école primaire. Alors pas en France, hein. Non, c'est loin, bien le rappeler, hein, ouais. Complètement loin d'être le cas en France, parce que nous, on est quand même à 18,2 élèves par enseignant. C'est la Grèce qui fait baisser la moyenne avec 7,9 élèves par enseignant. Ça fait rêver, je crois. Hein. Oui, c'est bon vivre en Grèce. Et évidemment, c'est la France qui fait augmenter le taux, mais pas que. Il y a d'autres mauvais élèves, on va dire, dans les pays en Europe. Et évidemment, tous les élèves ne sont pas rentrés le 2 septembre. 12 pays ont fait leur rentrée, dont la Croatie, la Pologne, la Slovénie et la République tchèque. Alors d'après vous, quel a été le premier pays en Europe qui aurait pu faire sa rentrée? La Croatie? C'était le 8 août dernier. Non, pas du tout. C'était les Danois. Le Danemark fait partie des premiers pays à rentrer. Ils ont très peu de vacances. Ils ont seulement 5 semaines de vacances pendant l'été, les Danois. C'est pas beaucoup quand même. Ah oui, en plus je disais la Croatie, mais vous avez dit qu'ils étaient rentrés hier, donc ça risquait pas être les premiers. Oui. Vous n'écoutez absolument rien. Oui, je ne vous pas écouté en fait, c'est ça. Pas du tout. Le Danemark, ça paraît... Effectivement, les pays du Nord sont très en avance, on le sait, sur le plan de l'éducation. Mais effectivement, ça paraît très logique. Ils ont très peu de vacances l'été, ils ont 5 semaines et 10 semaines au total sur l'année, contrairement à nous, où quand même on arrive à 16 semaines au total sur l'année. Et les derniers à faire leur rentrée, d'après vous, alors entre le Portugal, la Bulgarie ou Malte? Alors, ma filleule est au Portugal, j'en ai plusieurs des filleules, mais je sais que la rentrée est jeudi, donc j'imagine que j'aurais dit Portugal. Ouais. Non, c'est pas le Portugal, c'est Malte qui fait sa rentrée en dernier, le 23 septembre. Il bénéficie de 91 jours de vacances l'été, c'est quand même assez énorme, ça fait 13 semaines. Et ils aiment beaucoup les vacances, les Maltais, puisqu'ils ont 18 semaines pendant l'année. L'Italie est rentrée le 26 août, comme les Belges. Les Italiens, ce sont ceux qui partent en premier en vacances l'été. Ils ont 95 jours de vacances pendant l'été. Ça fait 3 mois. 3 mois quand même. Ouais. Est-ce que ça vous fait rêver? 3 mois de vacances avec vos enfants? Oh bah bien sûr, même si j'ai bien bossé, tant que je suis avec mes enfants. Tout va bien. 3 mois, on part sans hésitation. Et en plus, les Italiens, ils ont 11 jours fériés dans l'année. Mais ça, finalement, c'est comme la France. On a 11 jours fériés. Et la Suède aussi a 11 jours fériés. Et si les jours de rentrée scolaire sont différents d'un pays européen à l'autre, eh bien, je sais qu'au fond de vous, Virginie, vous vous demandez si les autres pays membres ont des problèmes de recrutement d'enseignement. Oui, mais je le sais déjà. Et oui, ils en ont aussi. On n'est pas les seuls à avoir ce problème. On n'est pas l'unique problème à avoir en France. La plupart des pays d'Europe manquent d'enseignants. Seul Chypre est en excédent avec 14, je dis n'importe quoi, ils ont 14 jours fériés, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en excédent. Ah, vous croyez que c'est un lien, vraiment? Non, je pense pas. Oui, je pense pas non plus. Merci beaucoup, Marie Letty. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Comment vous réalisez, Julie, cette enquête avec l'UNICEF et la FAS? Alors, c'est une enquête, comme je le disais, qui repose sur les chiffres du 115, donc ce numéro d'urgence pour les personnes sans abri. Elle recueille en fait les réponses qui sont données aux personnes qui appellent le 115. Donc, on peut obtenir des chiffres sur les réponses négatives. Donc, on en déduit donc que ce sont des personnes qui sont potentiellement contraintes de dormir dans la rue ou dans d'autres lieux non prévus pour l'habitation, comme des squats, des bidonvilles, des
des tentes, des voitures, parfois des halls d'immeubles, des accueils d'urgence. Et on obtient également le chiffre, le nombre de personnes hébergées. Donc, qui ont reçu une réponse positive au 115 ou qui étaient hébergés le jour de l'enquête. C'est une enquête qui porte sur un jour donné, généralement qui est réalisée peu de temps avant la rentrée scolaire pour mettre en évidence justement l'ampleur de cette situation quelques jours avant le grand jour des enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire, ces animaux, ces chiens, ces cochons d'Inde dans une classe, que vous expliquez dans le bouquin? Et c'est tout le sens de ce que vous avez engagé, c'est qu'ils vont aider les enfants à mieux apprendre. C'est pas uniquement quelque chose qui est de l'ordre c'est sympa d'avoir un animal, quoi. Non, c'est pas une peluche. Voilà. Du tout. Donc le choix du chien est déjà très important. On va choisir un chien qui physiquement a une bonne figure, on va dire, du style Golden Retriever ou autre. Il faut qu'il soit éduqué pour répondre à ce qu'on va lui demander de faire, et il faut que le propriétaire soit l'enseignant qui va l'utiliser, qui est son binôme. Je prends un exemple. Par exemple, vous avez une classe de 32 élèves élémentaires, tout ça, ça bruit, c'est bruyant, ça bouscule et tout. Le fait d'avoir un chien à côté du maître, les enfants sont plus les mêmes du tout. Pourquoi? Parce que l'animal fait partie quand même du monde des enfants dès le plus jeune âge, et il devient réel à partir du moment où justement ce n'est plus une peluche, mais c'est une réalité. Et là, on peut à ce moment-là commencer à travailler soit l'éducation, donc la pédagogie, on va travailler le calcul, on va travailler Comment le calcul? Eh bien, alors je vais vous expliquer. Moi, il n'y a pas que le chien, il y a tout ce qui est les accessoires autour de l'animal. C'est-à-dire, je prends en photo. Je vais parler d'un de mes chiens à l'époque, Bingo, qui était un berger australien. Je photographie, j'en fais un puzzle. Sur ce puzzle, je mets en couleur, bien sûr, des chiffres, 1, 2, 3, 4. Donc, l'assemblage déjà, psychomotricité, il faut trouver les bons créneaux. Ensuite, le calcul, l'addition, la soustraction, les couleurs et tout. Et on est en train de faire des maths grâce à Bingo. Absolument. Et quand on a réussi, tout le monde crie Bingo et on fait un câlin Bingo le cas échéant. Voilà. C'est vrai que Elon Musk, si on parle de tech, on est obligé de parler d'Elon Musk. C'est une figure publique aujourd'hui dans le domaine et il a souvent nié toute ambition politique, directe en tout cas. Mais à quel point, selon vous, ses actions récentes, notamment son soutien à Donald Trump, suggèrent-elles le contraire, selon vous? Oui, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu l'impression, Philippine, de voir une accélération en ce moment. C'est-à-dire que Elon Musk, il a une histoire très intéressante, que sa mère lui rappelle d'ailleurs régulièrement lorsqu'il dit un peu n'importe quoi, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent. C'est que lui-même est immigré, donc il est passé de l'Afrique du Sud par le Canada avant d'aller aux États-Unis, et il dit souvent, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'étais plutôt de gauche, plutôt libéral, comme on dit aux États-Unis, et lorsqu'il a acheté Twitter, X aujourd'hui, ce qui a pris pas mal de temps, ce qui a suscité pas mal de remous, eh bien, il a souvent dit moi, j'ai pas de parti, je suis pour la liberté d'expression, je veux qu'il n'y ait pas de tabou. Or, lorsqu'on observe de plus en plus ces déclarations, alors il y a encore une fois, c'est un très bon entrepreneur, vous l'avez dit, Philippine, mais c'est quelqu'un dont les propos ne peuvent plus du tout laisser indifférent. Il a des propos assez déplacés, notamment au niveau sanitaire, lorsqu'il explique que les vaccins, c'est pas forcément toujours utile, etc. Mais au niveau politique, il se cache de moins en moins et on sent qu'il penche effectivement de plus en plus du côté, tout simplement, de Donald Trump. Président, parfois des enfants qui ont des problèmes, il y en a en classe, je pense notamment aux questions de troubles du comportement. Et là aussi, vous argumentez dans le bouquin pour dire un chien, ça peut être formidable. D'abord, vous ouvrez de grands yeux, on voit, c'est génial. Oui, parce que si le gamin commence justement il s'assied il s'assied, puis il se lève, il sort, et tout. Il y en a plein comme ça des gamins, malheureusement. Et le chien, à ce moment-là, si je suis moi le maître, le professeur avec mon chien, je dis Bernard, est-ce que tu as demandé au chien de pouvoir sortir? Est-ce que tu as demandé au chien de pouvoir changer de banc? Et ça marche. Oui. Oui, parce qu'il ne faut pas le faire sous une intonation de réprimande. Moi, malheureusement, ce que je reproche beaucoup, c'est qu'on va tout de suite dans la réprimande en France. Un gamin ne va pas bien, paf, on le réprimande. Non, il faut l'aider, il faut lui expliquer. Et l'animal va lui expliquer, parce que c'est une entité vivante. C'est un animal qu'il faut respecter. C'est un animal qu'il faut même lui brosser les dents, par exemple. Et Bernard, t'as brossé tes dents ça hier soir avant de te coucher? Tu vois, le chien, il va brosser ses dents, lui, tout ça. Donc,
on crée une animation. Mais en même temps, c'est une pédagogie. Et on ne crée pas des jalousies, des conflits entre élèves qui deviennent problématiques à gérer pour l'enseignant ou l'enseignant qui a quand même bien d'autres choses à faire que de se rajouter des problèmes aux problèmes potentiels. Non, on arrive à tout à fait. Parce que là aussi, il faut faire il y a plusieurs façons de faire. On peut faire un tournus. Aujourd'hui, c'est toi, Bernard, qui t'occuperas du chien. Il faut le sortir. Demain, c'est Jacqueline. Voilà, et ainsi de suite. Mais en même temps, on va demander qu'est-ce que tu en penses. Il faut absolument incorporer l'enfant dans le discours, dans l'école et tout ça. Et c'est pour ça que je dis, l'enfant va se construire au fur et à mesure avec l'intérêt, avec la particularité du chien. Et ça, c'est important. Alors justement, est-ce qu'on a une idée sur ces 2043 enfants à la rue? Ça, c'était juste avant la rentrée, parce que le chiffre a clairement évolué entre-temps. Est-ce qu'on sait quelle est la proportion d'enfants qui vont à l'école? Ou c'est dur à savoir ça? C'est difficile à savoir, en effet. On a un manque de données on constate globalement un manque de données sur les personnes sans domicile. Ça, c'est un fait. Est-ce que quelqu'un a ces données? Est-ce que l'État a ces données, par exemple? Alors, l'État a des données, les données du 115 également, donc par département, qui sont recueillies sur des méthodes différentes de celles du baromètre, sur une période donnée et non sur un jour donné, par exemple. L'INSEE, l'Institut des statistiques, fait également des enquêtes sur les personnes sans domicile, sauf que la dernière enquête date de 2012. D'accord. La prochaine sera publiée en 2026. Je vous laisse imaginer le manque de réactivité de cette enquête vis-à-vis de l'évolution du sans-abrisme. Après, donc... Déjà, il est difficile d'avoir des données sur les personnes sans domicile, mais alors sur les personnes sans domicile et sur leur parcours scolaire, c'est encore plus difficile. Et plus globalement, on observe quand même des difficultés à obtenir des données sur les enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont en dehors de l'école. C'est pourquoi l'UNICEF porte depuis plusieurs années la proposition de créer un observatoire de la non-scolarisation qui permettrait de recenser les personnes, les enfants en dehors de l'école. C'est dur à mettre en place? C'est difficile à mettre en place, en effet, sur la méthode. On a eu un engagement en septembre 2023 lors de l'annonce du pacte des solidarités, donc la feuille de route du gouvernement pour lutter contre la pauvreté, de la création de cet observatoire. Cependant, il n'a toujours pas vu le jour. On attend encore. Ouais. Et il est vrai que le contexte politique et les différents remaniements ont créé un peu une discontinuité dans cette action-là, de créer cet observatoire notamment, mais dans d'autres actions également. Donc voilà, on attend encore cet observatoire de la non-scolarisation. On ne sait pas encore combien de personnes, combien d'enfants sont en dehors de l'école. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette édition. À la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Un big up à sa nouvelle coupe de cheveux. Au son, Saïd Mamou. Maquillage, c'est Julie Ordner. Et merci également à Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Marie-Letty, merci aussi d'avoir été avec nous. On vous retrouve quand? Demain? Demain. Et ben voilà, elle sera là demain. Donc vous aussi, je l'imagine. Merci à vous tous et très belle soirée. Ciao.